Ok, bonjour tout le monde. Alors, je vais commencer parce que j'essaie de finir à l'heure et pour cela, il faudrait que je démarre à l'heure, n'est-ce pas? Donc, je sais que si vous avez cours à 8 heures, pour être là à 9h30 pile, ça dépend pas que de vous, mais à chaque fois, je vais démarrer mon cours à 9h30, pas à 9h35. Ok, la dernière fois, la semaine, c'était mercredi, ou non, jeudi, on a vu les étapes utilisées par les virus ou les mécanismes utilisés par des virus pour l'attachement, l'entrée et un peu la décapsulation. Aujourd'hui est notre prochain cours de virologie qui aura lieu probablement après les vacances de février. On va se concentrer sur les étapes de réplication du génome et expression du génome. Et on va diviser ce cours ou notre considération de ces étapes en deux, parce que globalement, quand on regarde le monde viral, du point de vue de la classification de Baltimore, c'est ce qui est représenté ici. Donc là, on a les différentes classes de la classification de Baltimore en chiffres romains. La taille de la police est proportionnelle au nombre de familles distinctes de virus dans chaque classe. Et les petites images ici représentent la morphologie des particules que l'on retrouve au sein de chaque classe de Baltimore. Donc, ce que l'on est censé voir ici, c'est que vraiment le monde viral est dominé par deux types de génomes, les virus à ADN double brun et les virus à ARN brun plus. Ce qui veut dire que, et on peut comprendre pourquoi c'est le cas, parce que globalement, une fois que le virus rentre dans la cellule, après la décapsulation, l'acide nucléique viral est libéré et il faut qu'il se réplique, il faut que le virus arrive à reproduire, à exprimer ses gènes. Et il y a deux grandes stratégies qui sont employées pour les virus à ADN double brun et à simple brun. La stratégie, c'est de se faire passer pour l'ADN génomique, la cellule hôte. En tout cas, pour la plupart des virus, ADN double brun. Tandis que pour les virus ARN brun plus, la stratégie, ce sera de se faire passer pour un ARN messager. Et donc, on a deux grands types de stratégies. Et donc, les mécanismes employés par ces virus pour répliquer et pour exprimer le génome vont être très différents. Très différentes. Et c'est pour ça qu'on va casser le cours en deux pour les stratégies de réplication et d'expression des génomes. Donc on avait vu la semaine dernière, les mécanismes employés pour l'attachement et l'entrée des virus dépendent de la structure de la particule. Ça dépend si on est enveloppé ou non enveloppé. Ça va déterminer quel mécanisme on va employer pour l'attachement et l'entrée. Pour les stratégies de réplication, ce que le virus va faire va dépendre de son génome, de son matériel génétique. Donc on va considérer deux cas de figure. Globalement, cette semaine, on va regarder les virus à ADN, double brun et simple brun. Et la grande majorité de ces virus vont se répliquer dans le noyau de la cellule infectée. Pas le cas pour tous, mais c'est le cas pour la majorité. Ça, c'est aussi le cas pour les rétrovirus et enfin les virus à rétrotranscription. Donc il y a de l'ADN double moins qui fait partie de leur cycle de réplication et ça se fait, cette partie du cycle de réplication a lieu dans le noyau pour ces virus. Tandis que pour les virus à ARN, la grande majorité vont se répliquer uniquement dans le cytoplasme.
encore une fois, il y a des exceptions. Par exemple, le virus de la grippe, qui est un virus d'ARN, en ARN 1-, va se répliquer dans le noyau. Mais c'est un peu une exception, les autres vont se répliquer dans le cytoplasme. Okay, donc cette semaine, on regarde ça, les virus à ADN. Et la prochaine fois, bon, on regardera un petit peu les virus à ARN, leur stratégie de réplication et d'expression des génomes. Donc avant ça, pendant ce cours, je vais présenter les mécanismes employés pour répliquer et exprimer les génomes pour différents virus à ADN. Mais avant, je veux démarrer avec une sorte de petite introduction générale sur les différentes familles de virus que l'on va considérer. Comme ça, vous aurez un peu d'informations sur globalement qu'est-ce que c'est que ce virus, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses particularités. Donc, on va passer 3 ou 4 diapositives sur des généralités pour les différentes familles de virus ADN. Et on va aller du simple au compliqué. Donc, pour les virus ADN double brin, l'exemple peut-être le plus simple, ce sont les Poliomyviridae, qui sont les petits virus avec des particules icosaédriques non enveloppées, illustrées ici. Donc, on a des sommets qui sont de l'icosèdre en bleu foncé et en bleu clair les capsomères qui représentent des hexagones. Donc, on a un pas ici, 2 pas dans l'autre axe. Donc, ce qui fait T égale 7 pour cette particule. Donc, c'est une petite particule composée d'une protéine de capside majeure VP1 à l'extérieur et 2 protéines de capside mineure à l'intérieur, VP2 et VP3. Le diamètre, c'est quelque chose comme 30-35 nanomètres et du coup, on peut impacter une petite ADN. 5 kilobases de longueur dans le génome. Donc, il y a des polyomavirus qui infectent l'organisme humain, le virus BK et le virus JC. Ce sont des virus qui vont affecter une grande proportion de la population dès la petite enfance. Donc, probablement, on a facilement 80% des personnes dans la salle ici qui sont séropositives pour le virus BK, un peu moins pour le virus JC. Et ces virus-là vont instaurer une infection persistante ou latente qui va être asymptomatique. On va le porter pendant longtemps. Et globalement, ces virus-là vont poser peu de problèmes, sauf chez les personnes immunodéprimées. Si vous êtes greffé d'un organe, votre virus BK peut se réactiver, ça va vous provoquer des problèmes. Le virus JC, globalement asymptomatique, mais chez de très rares personnes infectées, il peut provoquer une maladie qui s'appelle la LEMP, le leucoencéphalopathie multifocale progressive. Donc vous allez avoir une inflammation dans le cerveau qui peut être très très grave, voire mortelle. Donc l'SV40, donc on connaît tout sur cette famille de virus par l'étude du virus SV40, le virus simien de la même famille, qui était isolé en 1960. Donc aucun de ces virus n'est associé avec un cancer chez l'hôte naturel. Donc BK et JC ne sont pas associés avec des cancers humains. Mais si on les injecte chez le rongeur nouveau-né, ils vont provoquer la formation de tumeurs. Pareil pour les SV40. Donc il y a un certain potentiel oncogène des virus de cette famille, mais qui semble être lié à une décalage entre le virus et son hôte. Donc ensuite, on va regarder certains mécanismes chez les adénovirus. Isolés en 1953 à partir des adénoïdes de quelqu'un qui avait un rhume.
Donc les adénovirus chez l'homme vont provoquer des maladies respiratoires et aussi des gaz frontières. On en trouve chez les mammifères, les mastadénovirinae et chez les oiseaux. Donc les adénovirus sont caractérisés par cette capside extrêmement typique, icosaédrique non enveloppée avec des spicules sur chaque sommet de l'icosèdre. Dès que vous voyez ça, adénovirus. Pas être autre chose. Donc la particule est un peu plus grande, un peu plus complexe, et il peut renfermer un génome un peu plus long. 30 à 40 kilobases de longueur. Alors les adénovirus peuvent infecter des cellules quiescentes, c'est-à-dire qui ne se divisent pas activement, et ils n'ont aucun pouvoir oncogène. Donc ils sont associés à des maladies plutôt bénignes, et au niveau cellulaire, le cycle de réplication d'un adénovirus aboutit toujours à la liste de la cellule infectée. Donc c'est à cause de ces caractéristiques, c'est-à-dire que l'adénovirus peut infecter plusieurs types cellulaires dans l'organisme et qui semblent être plutôt sans risque de grand danger, qu'ils ont été développés comme vecteurs pour la thérapie génique dans un premier temps. Un des grands inconvénients de ce type de vecteur, c'est qu'en fait, ces virus-là sont très immunogènes. Donc on peut développer une réponse immune vis-à-vis du vecteur qui est très important. Or, ça c'est une caractéristique qui a été un petit peu exploitée dans l'utilisation des vecteurs adénovirus comme un plateforme vaccinale. Donc un des candidats vaccins contre le virus Ebola qui est en cours d'essai est basé sur un adénovirus recombinant parce que quand on injecte ce type de vecteur chez la personne, on démarre une très forte réponse immune contre le vecteur et contre les protéines qui sont exprimées par le vecteur. Ok, les herpesvirus. On augmente encore un petit peu en complexité. Cette fois-ci, ce sont des virus enveloppés, avec donc une particule qui est un petit peu plus complexe, capside icosaédrique à l'intérieur, une enveloppe à l'extérieur et un tégument composé de protéines et d'ARN messagers viraux entre les deux. Quand on regarde en microscopie électronique par transmission, on a ce type d'image-là avec la capside à l'intérieur et l'enveloppe qui flotte à l'extérieur. Ça, c'est probablement un artefact de la préparation. Parce que lorsqu'on prépare un échantillon pour la microscopie électronique à transmission, on met la particule virale sous vide. Donc c'est assez stringent comme condition. Et ça, c'est probablement ici, on a fait exploser la particule virale pendant la préparation de l'échantillon. Quand on regarde par cryomicroscopie électronique, la particule virale reste dans un milieu liquide, elle n'est pas sous vide, et du coup, ça, c'est probablement une représentation plus fidèle de la morphologie de la particule virale que celle-ci. Donc une forme sphérique avec l'enveloppe qui reste bien associée à la capsule. Alors, cette capsule est un peu plus grande, donc on va être en 150, peut-être 150 nanomètres de diamètre pour la particule virale. Et donc on peut emballer 120 à 235 kilobases d'ADN à l'intérieur. Donc virus avec des génomes complexes, avec des cycles de réplication complexes. Alors, on distingue 3 sous-familles chez les herpesvirus, les alpha, bêta et gamma herpesvirinae. Initialement, ils étaient distingués parce que le contenu en pourcentage GC du génome était un peu différent. Et puis ça, ces distinctions étaient validées par le séquençage des génomes entiers. Donc pour les alpha herpesvirinae, le classique, c'est le virus herpes simplex,
HSV1 qui donne des fièvres buccales, HSV2, des herpès génitaux, les bêta-herpès virinés, le nom classique c'est le cytomégalovirus. Pour les gamma-herpès virinés, l'exemple le plus classique c'est le virus Epstein-Barr. Alors tous ces herpès virus humains, okay, HHV c'est Human Herpes Virus. Donc tous ces virus herpès humains ont la caractéristique d'installer une infection latente qui dure toute la vie de la personne infectée. Et ce sont des virus qui ont atteint une certaine perfection virale, c'est-à-dire qu'ils vont infecter énormément de monde, une très forte proportion de la population, de leur espèce hôte, et dans la majorité des cas, ils vont se maintenir chez l'hôte, se disséminer, infecter d'autres individus et provoquer relativement peu de dégâts chez la personne infectée. Donc le CMV, probablement, en dehors de la primo-infection, on va avoir une infection virale relativement peu spécifique. Ouais, ok, alors je devrais peut-être dire ça plus clairement. Donc pour tous ces virus-là, on a primo-infection, on va avoir des symptômes. Ensuite, on aura une disparition des symptômes, mais le virus sera maintenu dans une forme, sous forme latente. Et périodiquement, avec par exemple un stress ou une induction biologique, la réplication virale peut être réactivée. Donc tous ces herpès virus ont cette capacité d'avoir une infection latente, puis avec des poussées de réactivation. Peut-être le plus classique pour ça, c'est la varicelle. Donc quand on a un zona à l'âge 50 ans, 60 ans, c'est le même virus qui vous avait infecté quand vous aviez 3 ans. Et le virus est resté latent dans votre corps pendant toutes ces années. Dernière chose, parmi ces 3 sous-familles, c'est les gamma-herpès virinés qui sont associés à certains cancers humains. Le virus Epstein-Barr, en primo-infection, ça va provoquer la mononucléose. Et plus tard dans la vie, il peut être impliqué dans l'apparition de lymphome B. Donc les alpha et les bêta herpès virinés ne sont pas associés au cancer. Un autre truc que j'ai rajouté, c'est pas dans le poly parce que je me suis dit on va commencer les TP cette semaine et la semaine prochaine. On va travailler sur les baculovirus. Donc ce serait pas mal de mettre un petit peu d'informations générales sur les baculos dans le cours. Donc les baculovirus, ce sont des virus qui vont infecter des insectes. Et on distingue 2 genres de baculoviridés, les granulovirus et les nucléopolyhedrovirus. Tous les baculoviridés vont être caractérisés par la formation de corps d'occlusion dans le noyau de la cellule infectée. Je vais écrire ça parce que c'est un corps d'occlusion, pas un corps d'inclusion. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc c'est ce que l'on voit ici. Ce qui va distinguer les granulovirus et les nucléopolyhedrovirus, c'est un petit peu la morphologie de ces corps d'occlusion dans le noyau. Donc ces corps d'occlusion, c'est quoi exactement? C'est pas une particule virale, c'est trop grand pour ça. On peut le voir en microscopie optique, photonique. Quand on regarde en microscopie électronique, on voit qu'il s'agit d'une particule formée de protéines très très denses dans laquelle sont encastrées plusieurs particules virales en forme de bâtonnet. Ces particules virales en forme de bâtonnet peuvent aussi être libérées par bourgeonnement à la surface de la cellule, et ça ressemble à ça. Ça, c'est une particule virale bourgeonnée, qui est une particule enveloppée
avec une forme embâtonnée, donc une nucléocapside hélicoïdale. Et le génome viral, c'est on a un ADN circulaire, 80 à 180 kb de longueur. Okay, donc ici, le truc spécifique pour les baculovirus, c'est deux formes de particules virales, une qui est libre et une qui est formée dans le noyau, dans les corps d'occlusion. Donc ces virus sont intéressants parce qu'ils ont été, il y a un intérêt particulier à les étudier parce qu'ils ont été développés pour une utilisation en tant qu'insecticide biologique et aussi comme un vecteur d'expression pour des protéines recombinantes. Alors pour comprendre pourquoi on a pu les développer pour ces utilisations-là, il faut regarder un petit peu à quoi ça sert ces deux formes, forme occludée et forme bourgeonnée des particules virales dans le cycle d'infection du virus. Alors tous ces virus-là vont infecter les larves d'insectes, des asticots, des chenilles, et les chenilles vont s'infecter en mangeant une feuille de plante, du matériel de plante qui est contaminé par les polyèdres, okay, les complexes de protéines avec des particules virales encastrées à l'intérieur. Donc la chenille va manger, ingérer ces polyèdres, et dans l'intestin de l'animal, les polyèdres vont se dissocier et libérer des particules virales infectieuses, qui vont pouvoir infecter les entérocytes de l'intestin de l'animal. Donc, une fois que le virus a infecté les entérocytes, à l'intérieur de l'animal infecté, ce sont les particules virales bourgeonnées qui vont être libérées et qui vont disséminer l'infection à l'intérieur de l'animal infecté. Bah, qu'est-ce qui va se passer à cette pauvre chenille qui est infectée? Bah, à la fin, tous ces tissus vont être infectés, qui vont produire une tonne de particules virales et beaucoup de corps d'occlusion dans les noyaux de cellules infectées. Très tardivement dans le cycle de réplication, on a l'expression d'enzymes virales qui vont digérer tous les tissus de l'organisme. Donc le corps de l'animal mort, de la chenille morte, sera transformé en un infâme boup qui sera déposé sur les feuilles et puis les corps d'occlusion vont pouvoir infecter à nouveau une chenille. Alors, tout ça pour dire quoi? Pourquoi ce type de virus forme les corps d'occlusion? Parce que on a un mode de transmission indirect. Donc, un animal infecté va pas transmettre directement le virus au prochain animal infecté. Il va déposer des corps d'occlusion sur une feuille et c'est ça qui doit rester infectieux pendant plusieurs semaines. Normalement, un virus en dehors de son organisme est très peu stable. Donc, le corps d'occlusion va permettre le virus de rester infectieux à l'extérieur de l'organisme. Et ça, c'est pour ça que ce virus-là peut être utilisé comme un insecticide. On peut produire une grande quantité de corps d'occlusion et les répandre sur les cultures. Et ces corps d'occlusion vont maintenir le virus dans un état infectieux pendant plusieurs semaines. Donc ça, c'est pas le cas pour la plupart des virus d'insectes. Et deuxième raison, donc pourquoi on peut utiliser, enfin, ouais, okay. Pourquoi on les a exploités pour faire un vecteur pour l'expression de protéines recombinantes? On a regardé qu'en fait, tardivement dans l'infection, beaucoup de la polyédrine est exprimée à un niveau très très fort. Mais cette polyédrine, la protéine principale qui forme les polyèdres, est dispensable pour la formation de particules bourgeonnées. Donc en culture cellulaire, ce gène n'est pas nécessaire. Et on peut le remplacer par une protéine que l'on veut exprimer à un niveau très très fort. On verra ça un peu plus en détail un peu plus tard et en TP. Ok, et pour finir la partie générale, introduction au virus. Pour les virus à ADN simple brun,
on va parler un petit peu des parvoviridés. Donc, ce sont des virus qui sont extrêmement petits, une capside icosahédrique non enveloppée T égale 1, une seule protéine virale qui forme une toute petite particule comme ça. Ces virus ont été découverts en regardant des préparations de adénovirus. Et on a regardé dans certaines de ces préparations, on avait toujours l'adénovirus, qui est la particule ici, associée avec des particules plus petites. Et ce sont donc les virus adéno-associés. Donc les virus adéno-associés ne se répliquent que quand il y a une co-infection par l'adénovirus ou un virus herpès simplex. Ils sont incapables d'assurer leur propre cycle de réplication complet. Donc, certains parvovirus peuvent se répliquer de façon indépendante. Le parvovirus B19 provoque une maladie de l'enfant. 5e maladie. Et il infecte les érythroblastes, les précurseurs pour la production d'hématies dans la moelle osseuse. Que dire pour ça? Donc ce sont des virus avec un génome ADN simple, brun, linéaire. Alors, les virus adéno-associés ont également été développés en tant que vecteurs pour la thérapie génique. Et il y a une unité de recherche sur Nantes qui est spécialisée dans la production et l'application de ce type de vecteur. Ok, pour nous faire une petite pause, pour ceux qui sont connectés, vous pouvez vous mettre sur HTTP, sur le mClickers. Et je vais vous lancer une petite... Ok, bon, bah, j'ai perdu ma connexion, chouette. Ok, on va le faire à la main, je crois. J'ai perdu ma connexion, donc je peux pas lancer le quiz. Donc on va le faire à la main. Ok. Juste pour voir qui c'est qui a écouté, pas très compliqué. Ok. Quelle famille de virus ont été développés en tant que vecteurs? Polyomaviridae. Qui dit A? 0. Adénoviridae. Quelques-uns, 5, 6. Qui herpesviridae? 0. Baculoviridae. 1, 2, 3, 4, 5. Parvoviridae. Un peu plus. Ok, ok. Bonne réponse sont adénovirus, baculovirus, parvovirus. Les virus AAV. Les adénovirus, c'est comme vecteur pour actuellement comme traitement pour le vaccin contre le virus Ebola, un vaccin expérimental. Baculovirus, vecteur pour l'expression de protéines. Parvoviridae, AAV, vecteur de thérapie génique. Herpesivirus, polyomavirus, non. Ça, c'était OK. OK. Donc ça, c'est pour la partie introduction. On a 50 minutes pour regarder mécanisme de réplication et mécanisme de expression du génome. Donc, tous les virus à ADN, leur génome, c'est en ADN double brin. Ils doivent répliquer cet ADN double brin. Et pour exprimer les gènes en termes de protéines virales, ils doivent former de l'ARN messager. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour répliquer de l'ADN double brin?
il faut des enzymes, une ADN polymérase, une hélicase, une primase, et il faut des DNTP. Il faut évidemment que ces enzymes-là vont utiliser l'origine de réplication virale pour répliquer spécifiquement l'ADN viral, pas juste n'importe quel ADN cellulaire. Pour le génome, bon, on a besoin d'un ARN polymérase, le complexe enzymatique qui va faire le coiffe en 5' et il faut des facteurs de transcription pour démarrer la transcription sur l'ADN viral. Donc tout virus à ADN, pour se répliquer et exprimer son génome, doit recruter ce type de facteurs. Et la façon dont les virus vont le faire va dépendre sur le site intracellulaire où on a la réplication et sur l'activité de la cellule qui est infectée. Okay. Donc en premier lieu, est-ce que mettez-vous dans la tête d'un virus à ADN double brun et vous allez vous poser plusieurs questions pour voir comment vous allez pouvoir répliquer et exprimer vos gènes. Donc est-ce que vous allez vous répliquer dans le noyau? Si la réponse est non, vous allez devoir coder dans votre génome pour toutes les enzymes nécessaires pour la réplication de l'ADN et pour la transcription des ARN messagers à partir de cet ADN. Donc ça, c'est le cas pour les poxviridae et les mimivirus, ces virus géants cytoplasmiques. Donc, il faut coder pour beaucoup d'enzymes et avoir un génome très grand. Ok, si vous êtes nu à un virus qui infecte le noyau, la cellule qui va se répliquer dans le noyau, est-ce que la cellule infectée est en cycle cellulaire? Si la réponse est oui, c'est-à-dire que le cycle infecté exprime toutes les enzymes nécessaires pour la réplication de l'ADN et accessoirement pour la transcription et l'expression des gènes. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de coder pour grand-chose. Vous pouvez juste exploiter tous les systèmes cellulaires qui sont disponibles et actifs et vous allez pouvoir vous répliquer. C'est le cas pour le parvovirus B19, une petite parvovirus, parce qu'il infecte des érythroblastes qui sont en train de se diviser activement. Donc, toute la machinerie cellulaire pour l'application de l'ADN est disponible. Donc, si la cellule infectée est quiescente, qui n'est pas en cycle cellulaire, les enzymes de l'hôte sont disponibles quelque part dans le génome, mais elles ne sont pas actives, parce que la cellule n'est pas en train de se diviser. Donc, vous avez un choix en tant que virus. Est-ce que vous allez induire le cycle cellulaire? Si la réponse est non, dans ce cas-là, vous allez devoir coder pour toutes les enzymes nécessaires pour la réplication de l'ADN dans votre génome. Ça, c'est le cas pour les herpesvirus et les baculovirus. Ici, oui, si vous induisez le cycle cellulaire, ok, les enzymes de l'hôte vont être activées et vous n'avez pas besoin de coder pour grand-chose. Donc, les choix ici vont déterminer quelle taille de génome sera nécessaire pour assurer la réplication et l'expression des génomes. Okay. Donc, les plus grands virus sont les virus qui effectuent la majorité de ces tâches de façon autonome. Plus que le génome va être petit, plus le virus sera dépendant des mécanismes cellulaires. Okay. Donc ça, c'est un petit peu la philosophie. On va regarder un petit peu en quoi ça consiste. Donc on va comparer les enzymes codées pour la réplication de l'ADN chez un virus herpès et chez deux petits virus ADN. Donc pour répliquer l'ADN, d'abord, il faut que l'origine de réplication virale soit reconnue. Donc ça, c'est le rôle de la protéine UL9 qui va se fixer sur l'origine de réplication virale et va recruter tous les autres facteurs.
Deuxième chose qui est nécessaire, c'est une hélicase. Donc l'ADN double brin sera séparé, double hélice sera dénaturé localement. Ça, c'est le boulot de l'hélicase. C'est aussi une étape précoce absolument nécessaire pour la suite. Ensuite, il faut synthétiser une amorce en ARN. Ça, c'est le rôle d'une primase. Et une fois que cette amorce est présente, c'est à ce moment-là que l'ADN polymérase peut associer et commencer à recopier l'ADN. Toute seule, l'ADN polymérase ne pourra pas vraiment défaire le double hélice d'ADN. Donc, il faut un facteur de processivité qui va permettre à l'ADN polymérase d'avancer sur l'ADN double brin. Et il faudrait une protéine pour stabiliser l'ADN simple brin qui a été déplacé par le complexe de réplication. Donc, il faut une protéine de fixation sur l'ADN simple brin. Donc ça, c'est ce qui est nécessaire, ce que nous parlons, pour la réplication de l'ADN. Mais toutes ces enzymes ont besoin de substrats. Une cellule quiescente, normalement, ne produit pas beaucoup de désoxynucléotides triphosphates. Donc il faudrait aussi exprimer une thymidine kinase pour phosphoryler la thymidine, et aussi une ribonucléotide réduxase. C'est ce qui va permettre de produire des désoxynucléotides triphosphates à partir de NTP. Si on n'a pas ça, on n'a pas assez de substrat pour produire de l'ADN. Donc, le virus herpès simplex et les autres herpès viridés codent pour les enzymes qui font tout ça. Donc, les petits virus à ADN, ils font pas tout ça, ce sont les enzymes de l'hôte qui vont faire tout ce boulot. Mais elles ont néanmoins besoin de quelque chose qui va se fixer sur l'origine de réplication virale et qui va pouvoir, qui va les séparer un petit peu pour pouvoir recruter tous les facteurs de l'hôte. Alors, pour les polyomavirus, dans ce cas-là, il va falloir faire exprimer tous ces facteurs de l'hôte par des cellules infectées. Et ça, c'est la fonction de l'antigène grand T exprimé par le polyomavirus. Donc, le virus ne code pas pour une polymérase ADN, pas pour une primase, pas pour un facteur de processivité, rien de tout ça. Et il exprime uniquement l'antigène grand T qui va se fixer sur les protéines cellulaires P105RB et P53. Et cette interaction va initier le cycle cellulaire. Donc, du coup, la cellule infectée va se mettre à exprimer tous ces différents facteurs nécessaires pour la réplication de l'ADN. Normalement, quand vous avez une infection de virus BK dans la cellule de votre corps, le cycle de réplication va jusqu'au bout et la cellule infectée sera lysée. Par contre, si ce virus-là infecte une cellule non permissive, c'est-à-dire une cellule murine, par exemple, les étapes précoces de l'infection peuvent s'accomplir, mais l'infection ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc on va avoir une infection abortive, mais cette cellule infectée va avoir son cycle cellulaire perturbé, ce qui peut mener à la transformation maligne. C'est-à-dire le démarrage d'un processus de cancérigénèse. Alors, cette activation de ces deux protéines essentielles pour l'initiation du cycle cellulaire, c'est un facteur en commun pour tous les virus, les petits virus à ADN, okay, qui se replient de façon autonome. Chez les adénovirus, ce sont des protéines précoces E1A et E1B qui font ce travail. Chez les papillomavirus humains, ce sont les protéines virales E7 et E6 qui se fixent sur P105RB et P53. Donc chez l'homme, les polyomaviridés ne sont pas associés au cancer, mais les papillomavirus, oui. HPV 16, HPV 18, en moindre mesure 35 et un autre génotype
sont responsables du cancer du col de l'utérus. Et c'est parce que les protéines précoces du virus vont pousser la cellule infectée dans le cytocellulaire et entraîner une division non contrôlée, une prolifération désordonnée de la cellule infectée. Donc ça, c'est pour l'induction de l'expression de tous les cofacteurs nécessaires pour l'implication de l'ADN. L'antigène grand T joue aussi un rôle dans la reconnaissance de l'origine de l'implication virale. Donc, juste rapidement, 2 hexamères de l'antigène grand T vont se fixer sur l'origine de l'implication virale. Cette interaction va perturber la structure de l'ADN double brin, donc il y a un rôle de hélicase aussi par ce complexe de deux hexamères. Et le dépliement ou le désappariement des deux brins d'ADN va permettre le recrutement de la protéine RPA cellulaire qui va commencer à séparer l'ADN en 2 brins de ADN simplement. Et c'est ça qui va permettre le recrutement de la primase, ADN polymérase, etc. Donc pour les polyamaviridés, c'est l'antigène grand T qui fait tout. Il démarre le cycle cellulaire pour permettre l'expression de tous les facteurs cellulaires nécessaires et il joue le rôle de la protéine virale qui va se fixer sur l'origine de l'implication. Alors on a un autre problème pour le virus, pour le polymavirus qui va se répliquer sur l'ADN. Donc l'ADN génomique, c'est un ADN circulaire. Mais quand la bulle de réplication va progresser, ça va générer des régions super enroulées de l'ADN circulaire. Et si on réplique tout sans rien faire, les 2 copies d'ADN circulaire vont se retrouver imbriquées l'une dans l'autre. Donc à la fin du cycle de réplication, à la fin de la réplication du génome viral, il faut absolument que les topoisomérases cellulaires vont relâcher un petit peu cet ADN super enroulé. Donc topoisomérase 2, soit les 2 brins vont être clivés, et on va passer une autre molécule d'ADN double brin à travers le site privé, on va les refermer. Donc ça va permettre les 2 copies d'ADN de se séparer, ou alors topoisomérase 1 ou 2 vont intervenir pendant la réplication pour relâcher ces super-enroulements. C'est un autre facteur de l'hôte qui est nécessaire pour la réplication virale. Donc ça, c'est un problème pour la réplication de molécules d'ADN circulaires. Pas tout le temps un problème pour les herpès virus. Le mode de réplication, c'est, on verra tout à l'heure, mais c'est une réplication en cercle roulant, c'est-à-dire qu'on a une copie circulaire et on va générer des multiples copies linéaires. Donc les 2 copies d'ADN circulaire vont pas se retrouver imbriquées. Et pour les génomes linéaires d'ADN, on a un autre type de problème. Alors, à chaque cycle de réplication, on a un ADN et la synthèse de l'ADN doit démarrer par une amorce qui est en ARN. Et ensuite, on va synthétiser le brin complémentaire en ADN. Mais à la fin, cette amorce-là sera dégradée. Pour un ADN circulaire, c'est pas un problème parce que quand on arrive au bout, l'amorce en ARN est dégradée, on va finir et l'ADN polymérase va compléter la copie. Mais pour un ADN linéaire,
ça risque de poser un problème parce que si on ne fait rien, l'ADN sera raccourci à chaque cycle de réplication. C'est le même problème pour nous, pour nos chromosomes, et la solution, c'est l'utilisation des télomères ou la télomérase qui va rajouter des séquences répétées à chaque extrémité des chromosomes. Donc on raccourcit de chaque cycle de division de chaque cycle de réplication de l'ADN, mais on va en rajouter par un mécanisme spécifique. Et quand on regarde, les génomes viraux, ils n'ont pas de télomères. Et d'ailleurs, ils n'ont pas la place dans la capside pour incorporer une longueur indéterminée de séquences télomériques. Donc, comment ils font les virus à ADN avec un génome linéaire? Il y a plusieurs solutions. Chez les herpès viridés, le génome est linéaire dans la capside, mais la première étape après l'entrée du génome dans la cellule infectée, c'est la circularisation du génome. Et ensuite, on évite le problème de réplication d'un génome linéaire. C'est un peu de la triche, mais bon, les virus, ils ont le droit de tricher. Pour les parvovirus, virus à ADN simple brun, quand on regarde la structure de leur molécule d'ADN génomique, les extrémités ont une forme en tige-boucle. Donc les extrémités vont se replier sur elles-mêmes, et c'est cette extrémité 3' là qui va servir d'amorce pour la synthèse de l'ADN. Donc, les parvoviridés n'ont pas besoin d'une amorce en ARN, donc cette amorce ne sera pas dégradée et l'ADN génomique sera toujours répliqué. Pour les adénovirus, ils évitent le problème en utilisant une protéine comme une amorce. C'est une protéine virale, PTP, une protéine de terminaison. Mais évidemment, pour reconnaître cette protéine comme un substrat pour ajouter des désoxynucléotides triphosphates, l'ADN polymérase cellulaire va pas pouvoir en reconnaître cette structure. Donc le virus, obligatoirement, doit coder pour son ADN polymérase. Donc il y a d'autres trucs, et on va voir qu'il faut qu'il y ait une protéine qui se fixe sur l'ADN simple brun viral, qui va permettre la formation de structures spécifiques dans l'ADN viral, et aussi les deux extrémités de l'ADN viral doivent être complémentaires pour permettre la synthèse du brin complémentaire. Pour expliquer ça, j'espère un petit peu mieux, on a ce schéma ici. Donc, l'ADN viral génomique, ADN double brin, c'est ici. L'ADN d'origine, le brin complémentaire, ok. 5', 3', ça c'est le brin plus en bleu foncé, le brin complémentaire en bleu clair. Donc l'ADN polymérase viral va se fixer sur la protéine de terminaison PTP et il va rajouter un cytosine sur une sérine de la protéine PTP. Et donc ce cytosine va s'apparier avec le guanosine qui est le premier nucléotide dans l'ADN génomique en 3'. Donc ce complexe-là va se fixer sur l'extrémité de l'ADN viral et il va déplacer le brin codant, le brin plus. Et donc le complexe polymérase viral va pouvoir synthétiser le brin codant ici, en rouge foncé, tout en déplaçant un ADN simple brun. Et la protéine de fixation sur l'ADN simple brun viral va stabiliser cette structure, cet ADN simple brun. Donc, l'ADN polymérase va aller jusqu'au bout, ça va créer une copie d'ADN double brin. Donc, il y a le brin complémentaire d'origine et le brin d'ADN nouvellement synthétisé.
Donc, le brin codon initial associé avec la protéine de fixation sur l'ADN simplement viral va former cette structure qui va terminer par un petit bout d'ADN double brin qui se forme parce que ces deux séquences-là sont complémentaires. C'est les séquences répétées terminales inversées, inverted terminal repeats. Et donc en faisant cette structure-là, on a à nouveau un site de fixation pour ce complexe-là, polymérase protéine PTP, qui va se fixer ici et va synthétiser le brin codon sur cette copie d'origine du brin complémentaire. Donc en deux demi-cycles de réplication, on a synthétisé deux copies d'ADN double brin à partir d'une copie initiale. Ok, je vais voir si j'ai à nouveau ma connexion là. Pour vous lancer une question qui va être peut-être un peu plus ok. Ok, le code c'est ça. Ok. Donc, les questions. Regardez un petit peu ces questions sur la réplication des virus à ADN. Bon, les analogues nucléosidiques comme la cyclovir, représentés ici, inhibent la réplication des herpès viridés. Okay, c'est quoi la cible pharmacologique de ces molécules? Avec votre connaissance de BM et de biochimie. Deuxième question, bon, on n'a jamais développé de molécules semblables pour les papillomavirus humains. Pourquoi? Ok, vous réfléchissez à ces deux questions-là. Quand vous êtes prêts, vous m'envoyez les réponses sur Impliqueur et on va voir qui c'est qui a compris quelque chose.
ça. Quelques réponses. Ouais, ok. Bonne réponse pour les gens qui ont envoyé une réponse là. Effectivement, c'est un inhibiteur de la polymérase à ADN virale. L'inhibiteur à réplication, si on regarde à nouveau la diapo, ok, on n'a pas de hydroxyle en 3' ici, donc il peut être intégré dans un brin d'ADN en train d'être synthétisé, mais il peut pas être allongé par la suite. Donc c'est un terminateur de chaîne. Thymidine kinase, non, parce qu'il faudrait rajouter. Enfin, ok, donc correct. Alors, deuxième question. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième question? Pourquoi on n'a jamais fait ça pour les herpès virus? Ah, effectivement, la plupart des réponses sont correctes. Les herpès virus n'ont pas de polymérase à ADN, donc ça ne marchera jamais. En tout cas, ça marcherait, mais ce serait extrêmement toxique parce que il faudrait que ce soit un inhibiteur de l'ADN polymérase cellulaire. Cette question-là, on ne dispose pas d'un système de culture in vitro pour les HPV, c'est vrai, mais c'est pas forcément un système qui va bloquer le développement, parce qu'on pourrait développer un inhibiteur uniquement par l'expression in vitro de la polymérase. Ok, bien, tout le monde a compris ça. On avance sur les stratégies d'expression. Ok, on a 20 minutes pour essayer de comprendre les stratégies d'expression d'ARN chez des virus à ADN. Et ce que l'on trouve, c'est que de façon générale, chez les virus à ADN, on n'a pas tous les gènes exprimés ensemble. On a un contrôle temporel de l'expression des gènes viraux et on peut distinguer, je pense en tous les cas, pour les virus ADN, des gènes précoces qui sont exprimés rapidement après l'entrée du virus, des gènes tardifs. Donc les gènes précoces, quelles sont leurs fonctions? Ils vont modifier la biologie de la cellule hôte. Par exemple, inhiber l'apoptose, démarrer le cycle cellulaire, ça c'est le rôle des gènes précoces. Ils vont contrôler l'expression d'autres gènes viraux, notamment les gènes précoces doivent être exprimés, sinon on n'a pas d'expression des gènes tardifs. Et les gènes précoces vont permettre le démarrage de la réplication de l'ADN viral. Les gènes tardifs, leur définition, ce sont des gènes qui sont exprimés uniquement après la réplication de l'ADN viral. Et ils vont coder pour les gènes de suture de la particule virale, ou alors les protéines qui sont impliquées dans la libération ou l'assemblage des particules virales. Donc une des questions un petit peu pour la suite, c'est pour des virus, comment ils font pour assurer que les gènes précoces sont exprimés d'abord et ensuite les gènes tardifs. Donc on va regarder ça pour différents virus à ADN. D'abord pour le virus SV40 ou tous les polyomavirus. Le génome c'est comme ça, ADN double brin circulaire. L'origine de réplication sert également comme le site d'initiation de la transcription des gènes viraux. Et les gènes précoces sont transcrits dans ce sens-là. Et les gènes tardifs vont être codés sur l'autre brin de l'ADN,
Donc la transcription démarre sur le même site, mais va partir dans l'autre sens. Alors il y a deux gènes précoces exprimés à partir du même promoteur, et ils sont générés par un épissage d'ARN alternatif. Et donc on démarre la transcription au même site, mais un des ARN sera non épicé, ça va donner l'antigène petit t. L'autre ARN sera épicé, c'est ça qui va donner l'antigène grand T. Les gènes tardifs du virus vont démarrer du même promoteur, mais dans l'autre sens. Pareil, on va utiliser un épissage alternatif pour exprimer la VP1 et le VP2, VP3. Ici, VP2 et VP3, comment on fait pour exprimer deux protéines distinctes à partir d'un seul ARN messager épicé? Le site d'initiation ici est faible. Donc la séquence Cosac n'est pas très efficace. Donc une bonne partie des ribosomes vont pas lire cet AUG comme un codon d'initiation. Et ils vont continuer sur l'ARN messager et vont initier la traduction ici. Ces deux protéines sont dans le même cadre de lecture. Donc en fait, le VP2, c'est une version allongée de la VP3. Et donc, puisque le virus se réplique dans le noyau, il a accès à toute la machinerie cellulaire pour la transcription et pour la maturation et l'épissage des ARN messagers. Donc le virus a besoin de pas faire grand-chose, juste d'initier la transcription et assurer que on exprime les gènes précoces avant les gènes tardifs. Comment ça marche? Bon, dès que l'ADN viral rentre dans le noyau, les facteurs de transcription de l'hôte SP1, ou le facteur de transcription de l'hôte SP1 va se fixer sur le site d'initiation de transcription, et ça va démarrer la transcription du gène grand T et petit t, qui sont des gènes précoces. Quand ces protéines sont exprimées, elles vont se fixer progressivement sur l'origine des réplications virales, et ça va inhiber la fixation des protéines cellulaires SP1. Donc l'expression des gènes grand T et petit t sera éteinte, et en même temps, il y a une activité facteur de transcription du gène grand T qui va permettre la transcription des gènes tardifs. Donc, initiation de la transcription sur l'autre bras de l'ADN dans l'autre sens. Ok, donc c'est les facteurs de l'hôte qui vont démarrer l'expression des gènes précoces, et c'est des gènes précoces qui vont permettre l'expression des gènes tardifs. Très simple, très efficace. On a juste un site, un promoteur, mais qui peut marcher dans les deux sens. Pour les adénovirus, c'est un peu plus complexe. On a un génome plus long, on a plusieurs promoteurs sur le même ADN double brin, pas juste un seul promoteur. Donc, différents gènes précoces et tardifs seront exprimés à partir de promoteurs distincts dans le génome. Et on peut distinguer un promoteur précoce immédiat qui permet l'expression du gène E1A, des promoteurs précoces qui permettent l'expression des autres gènes précoces, et des promoteurs, plusieurs promoteurs tardifs, dont le promoteur tardif majeur MLP, qui est responsable de l'expression de plusieurs gènes tardifs. Alors, dès que l'ADN viral rentre dans la cellule, encore une fois, c'est des facteurs de transcription de l'hôte qui vont se fixer ici, qui vont permettre l'expression de la protéine virale E1A. L'expression de l'E1A sera nécessaire pour l'initiation de la transcription de tous les autres gènes précoces. Mais le E1A n'est pas un facteur de transcription en soi. Okay? Souvenez-vous, E1A
il va se fixer sur la protéine cellulaire P105RB. Un de ses rôles, c'est de séquestrer le facteur de transcription cellulaire E2F. Donc, quand la protéine virale E1A interagit avec la protéine cellulaire P105RB, ça va mener à la libération du facteur de transcription de l'hôte E2F. Et c'est lui qui va être nécessaire pour la transcription des gènes précoces E1B, E2, E3, E4. Donc, parmi les gènes précoces, on trouve les enzymes nécessaires pour la réplication de l'ADN, l'ADN polymérase virale, la protéine PTP et la protéine de fixation sur l'ADN simple brun. Et c'est la réplication de l'ADN viral qui va permettre l'activation des promoteurs tardifs. Okay, donc on a une cascade dans l'activation de ces différents promoteurs. Pour les herpesvirus, on a encore quelque chose de semblable. Les gènes très précoces ou précoces et médias, des gènes précoces et des gènes tardifs. Tardif, pas tardive. Hein. Alors, qu'est-ce qui démarre la réplication, la transcription des gènes tardifs? Encore une fois, c'est la réplication de l'ADN viral qui va le permettre. Qu'est-ce qui permet la transcription des gènes précoces, des gènes bêta? C'est un facteur de transcription qui fait partie des gènes très précoces, les gènes alpha. Les gènes précoces vont coder pour les gènes bêta, là. Ça, c'est tous les facteurs nécessaires pour la réplication de l'ADN. ADN polymérase virale, hélicase, ribonucléotide réductase, tout ça. Les gènes tardifs, ça, c'est les protéines de suture et ce qui est nécessaire pour la libération de la particule virale. Ok, donc c'est le ICP4, protéine alpha 4, qui permet la transcription des gènes précoces, des gènes bêta. Qu'est-ce qui permet la transcription des gènes alpha, des gènes très précoces? Cette fois-ci, c'est une protéine virale, alpha-TIF, ou souvent connue sous le nom de VP16. Alors ça, c'est un peu un paradoxe. On a dit que les gènes très précoces sont les premiers gènes viraux exprimés. Mais ces gènes ont besoin d'une protéine virale pour être exprimés. Comment c'est possible? C'est parce que la protéine VP16 fait partie des protéines du tégument. Donc, si on se souvient, une particule virale, c'est comme ça. Ça, c'est la membrane plasmique cellulaire. On a la capside. Et on a les protéines du tégument ici. La fusion membranaire permet le passage de la capside dans le cytoplasme, mais aussi les protéines du tégument. Donc le VP16 ou la VP16 est déjà présente chez la cellule infectée dès la fusion membranaire. Et c'est comme ça qu'elle peut initier la transcription des gènes très précoces. Parce qu'elle a été exprimée de façon tardive dans les cellules infectées au précédent tour de réplication du virus. Donc, curieusement, la protéine VP16, c'est un gène tardif. Il va être incorporé dans la particule virale. Encore une fois, VP16, c'est pas un facteur de transcription complet. Il comprend un domaine très acide qui a un domaine de recrutement d'ARN polymérase, mais il n'a pas de domaine de fixation à l'ADN. Il va interagir avec les facteurs de transcription de l'hôte, OCT1 et HCF, facteurs de la cellule hôte, qui vont se fixer sur les promoteurs viraux, et c'est le VP16 qui va démarrer qui va activer la transcription de façon très très forte. Et pour notre ami le baculovirus, qu'est-ce qui se passe? Donc, chez ces virus-là, on a 4 vagues d'expression de gènes. On a des gènes très précoces, précoces et médias, des gènes précoces, des gènes tardifs
et des gènes très tardifs. Okay. Donc, les facteurs très précoces IE0, IE1, IE2, ce sont donc leur transcription dépend des facteurs de transcription de l'autre. Eux-mêmes, ils sont les facteurs de transcription qui permettent la transcription des gènes précoces. Parmi les gènes précoces, on retrouve l'ADN polymérase virale, une hélicase virale, la P35 qui va inhiber l'apoptose de la cellule infectée, et différents facteurs pour l'expression tardive, late expression factors, qui en fait sont les différentes sous-unités d'une ARN polymérase virale. Donc à partir d'ici, le virus n'est plus dépendant des facteurs de l'ARN polymérase cellulaire. Il va transcrire ses propres ARN. Et c'est cet ARN polymérase virale qui va transcrire des gènes tardifs et très tardifs. Donc, la transcription des gènes tardifs démarre après la réplication de l'ADN viral. Parmi les gènes tardifs, on retrouve la GP64, c'est la glycoprotéine d'enveloppe du virus, protéine de nucléocapside du virus, et c'est ça qui permettra de libérer les particules bourgeonnées. Okay, parce qu'on a de l'ADN, on a des protéines de structure des particules bourgeonnées, donc on peut les former, on peut les assembler et les libérer. Mais en plus de ça, on a chez les cellules infectées l'expression des gènes très tardifs, à partir de 3 jours après l'infection. Et ça, ce sont les protéines nécessaires pour la formation des corps d'occlusion, la polyédrine et les P10, et les protéines qui sont nécessaires pour la destruction totale des cellules et du tissu de l'insecte. La chitinase va dégrader l'exosquelette de l'insecte, 4 trypsines ou 2 protéases vont détruire les protéines de la cellule de l'autre. Et donc c'est pour cette raison-là que l'on peut remplacer la polyédrine, un gène très tardif, qui est exprimé de façon très très forte dans la cellule infectée, par un gène d'intérêt. Parce qu'un virus, le virus qui se réplique en culture cellulaire n'a pas besoin de tout ça. On est en dehors de l'insecte, on peut déjà libérer des particules virales infectieuses, des particules bourgeonnées. Donc si on remplace la polyédrine par un gène d'intérêt, on a un virus, on a un vecteur qui peut se répliquer de façon autonome et qui va exprimer très tardivement les protéines que l'on veut exprimer dans la cellule d'insecte. Ok. Donc n'oubliez pas, quand on va bosser sur les baculovirus en TP, notre protéine d'intérêt, la GFP, sera exprimée normalement comme un gène très tardif du virus. Ok, donc ça c'est à peu près la fin, donc on peut quand même essayer de réfléchir un petit peu avant de partir pendant 5 minutes. Donc on va démarrer une autre petite question. Ok, et j'invite tout le monde à réfléchir sur ces questions-là. Et on a parlé du rôle de la protéine E1A dans la réplication d'un adénovirus. Imaginons qu'on va le déléter. Le virus mutant, qu'est-ce qu'il peut faire?
Oh, cool. Hop. Allez, 1 minute de plus, puis je vais commenter les All-Stars. On est à 48 là, donc. Vous avez cours après? Ouais, ok. Ok, on va regarder les résultats. Alors, ça c'est ce que vous avez. Alors, si on délète le protéine E1A, option 1, okay, ce virus-là, il infecte une cellule. On peut exprimer des gènes précoces, mais on ne va pas répliquer l'ADN. C'est faux, ça. E1A est nécessaire pour l'expression des gènes précoces. Donc ici, c'est pas bon, ça. A, c'est pas la bonne réponse. C'est plutôt C. Après infection d'une cellule normale, le virus délété va exprimer aucun gène viral. Donc ça, c'est correct. Mais B est également correct. Parce que 0 à 4 réponses correctes, hein, c'est pas une réponse unique, hein, il y a plusieurs réponses possibles. Ouais, ok. Donc B et C, ça c'est correct. Okay, parce que si on met de l'E1A à côté, ça peut démarrer le reste du cycle de réplication. Et D, c'est également correct. Si on le remplace par un promoteur et un autre gène, on a un vecteur viral. Parce que le virus va rentrer dans une cellule normale, aucun des autres gènes viraux sera exprimé, mais celui-là, qui remplace le 1, il peut être exprimé. Okay, et donc, effectivement, c'était la construction des vecteurs adénovirus de première génération. C'était fait comme ça. On élimine la protéine A, on en remplace par un autre gène. Et c'est ça qui va être exprimé dans la cellule infectée. Et pour autant, le virus ne pourra pas se répliquer de façon efficace dans ces cellules. Ok, donc je vous laisse pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous, vous allez démarrer la parasitologie avec Madame Alvarez Rueda de la fac de pharmacie.